Salut tout le monde, bienvenue à cette cinquième vidéo sur le jeu Pax Illuminaten qui sera publié bientôt par Ion Game Design. Dans cette vidéo, on va voir enfin la vraie séquence de jeu. Mais avant, une dernière petite affaire dans le désordre. À la fin du tour d'un joueur, si au moins un as ou une couronne ont été joués, soit dans un scheme, soit dans un oust par le joueur lui-même ou son adversaire, ou face-up sur le tableau de cartes, là, soit suite à un scout ou suite à un expel, dès qu'au moins un as ou une couronne a été joué, le joueur actif va venir piger les deux premières cartes du paquet d'événements, va en choisir une, va remettre l'autre sur le dessus, fait que ça vous donne quand même une idée de ce qui s'en vient, là. Puis après ça, la carte qui va être décidée de garder, ça dépend. Ça dépend si c'est un événement ou ça dépend si c'est un décret, parce que je rappelle qu'il y a les deux types dans le deck. Un événement, ça ressemble à ça. Il va y avoir du texte en dessous, il va y avoir un effet, puis ça a l'air intéressant parce que là, vous allez lire ça, vous allez dire waouh, waouh. Mais on va y revenir. Un événement, vous le gardez dans votre main, vous ne pouvez pas le jouer tout de suite à la fin de votre tour. Des décrets, c'est pas compliqué, il y en a six. Il y en a un par type de faveur, un par faction, si on veut, là. Puis si vous décidez de garder un décret, vous êtes obligé de le jouer tout de suite. Vous ne pouvez pas le garder. Vous êtes obligé de le jouer tout de suite. Puis tous les décrets sont pareils, se comportent pareil. Ça va venir, là, c'est une grosse balayeuse, ça va venir prendre toutes les faveurs indiquées, dans ce cas-là, toutes les faveurs de noblesse. Même si des joueurs s'en sont gardés, ça va venir les prendre, ça les ramène toutes dans le pool, dans le supply. Puis ensuite, vous allez venir en crisser 6 sur cette carte-là. Puis on va revenir à ce que ça fait dans 2 secondes, là, mais je viendrai prendre. Fait que là, ça dépend aussi, vous jouez à combien. Si vous jouez à 4, c'est pas pire, il va en rester 4 dans le pool. Si vous jouez à 3, il va en rester rien que 2 dans le pool. Puis je sais pas si je l'ai dit, mais dans ce jeu-là, quand vous gagnez du favor, s'il n'y a plus de favor de ce type-là dans le pool, vous le piquez aux autres joueurs qui n'ont sur leur player board. C'est chiant, Nasty. Fait qu'un décret, quand c'est joué, ça ressemble à ça. Puis c'est gardé devant le joueur qui l'a joué, c'est important. On y revient dans 2 secondes. Ceci étant dit, là, on va faire la séquence de jeu dans l'ordre et la discipline proprement. Fait que le tour d'un joueur commence en fait avec ce qu'on appelle la phase d'événement. Lors de la phase d'événement, la première chose qu'on check, est-ce que j'ai des décrets devant moi? Alors, si la réponse c'est oui, est-ce qu'il y a de la faveur sur ce décret-là? Si la réponse est oui, j'en défausse une, que je retourne dans le supply finalement, et l'autre, je la prends pour moi. Ok, fait que j'en défausse une, puis j'en prends une pour moi. S'il en reste dessus, il en reste. S'il en reste pas dessus, si elle est vide, parce qu'à un moment donné, elle va être vide, la crise de carte, ben là, à ce moment-là, je la défausse. Et les décrets comme ça, c'est le timer de la game. Dès qu'un cinquième décret a été défaussé, cinquième sur 6, on peut le voir là même, dès qu'un cinquième décret a été défaussé, on termine la ronde en cours, puis après c'est fini. On fait le final scoring que je vais expliquer dans le dernier vidéo. Puis terminer la ronde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde a droit à un tour. Euh, si moi j'étais le dernier joueur, ben, ça va se finir après mon tour. Mais si j'étais le premier joueur, tout le monde va avoir un dernier tour, puis après ça, ça se finit. OK, ça déclenche, autrement dit, la fin de game, mais le jeu s'arrange pour que dans cette condition-là, tout le monde ait un nombre égal de tours. Fait que je pourrais avoir 2 décrets en face de moi, je pourrais en avoir 3, je fais ça pour autant de décrets que j'ai en face de moi. Après, si j'ai un événement normal, entre guillemets, là, devant moi, je le défausse. Puis après ça, si j'ai un événement dans ma main que je veux jouer, je peux le jouer. Puis comme je disais, l'événement, il a l'air le fun. On prend celui-là par exemple qui dit quand extort, le joueur actif gagne toute la faveur extortée. Alors, on n'en donne pas au voisin si le voisin a de l'influence sur ses cartes. Waouh, c'est fort en crise cette affaire-là. Mais là, vous comprenez le timing. Je viens de jouer cet événement-là. Je vais pouvoir en bénéficier parce que je suis le joueur actif. Mais après ça, ça va être au suivant, là. Puis la carte, elle reste en jeu. L'effet de la carte s'applique à tout le monde. Fait que le joueur rouge va en profiter, le joueur blanc va en profiter, le joueur vert va en profiter.
Puis quand ça va revenir à mon tour, elle est discartée. Alors, tout le monde a une opportunité de bénéficier de tous les événements. Fait que quand vous avez un événement dans votre main, tout ce que vous contrôlez, c'est le timing où vous allez le jouer. Mais l'effet comme tel, vous allez offrir l'opportunité à vos adversaires de pouvoir en profiter. Ce qui est quand même intriguant et intéressant. Ensuite, on tombe dans la phase d'action, où est-ce que là, c'est tout ce qu'on a vu à date. Le joueur a deux actions, peut faire du scheming au travers. On a tout couvert ça. Une fois pendant sa phase d'action, un joueur peut claimer une faction. Et rappelez-vous que ce ne sont pas toutes les factions qui sont disponibles. Entre autres, dans une game à 4, il y a juste 5 factions sur 6 qui sont révélées. Dans notre exemple, ici, la noblesse n'est pas disponible. Fait que voilà, ça sera jamais pareil. Puis d'une game à 3, il y a encore moins de cartes de faction qui sont disponibles. Fait que dans ma game là, d'exemple que j'ai setupé là, ces 5 factions-là sont disponibles. Donc, une fois par tour, je peux claimer une faction. Comment je fais pour claimer une faction? Je dois contrôler le plus gros lodge de cette faction-là sur le board en ce moment. Et là, vous allez m'aider à les trouver, mais je rappelle, je pense que j'ai déjà parlé, la définition d'un lodge, au moins 3 cartes adjacentes qui partagent une faction. Il n'y a pas de limite en théorie. Au moins 3 cartes adjacentes qui partagent une faction, c'est considéré un lodge. Fait que dans l'ordre et la discipline, on va commencer avec les artistes. Fait que j'ai 2 cartes d'artistes ici, mais après ça, sont boxés. Il n'y a pas d'autres artistes adjacents. J'ai un petit artiste ici, il est tout seul, pour Tipit. J'ai un autre artiste ici avec son body qui est là, mais les deux sont tout seuls. Alors en ce moment, il n'existe même pas de lodge d'artistes dans le jeu. Ça peut changer suite à des expels, des affaires de même, mais en ce moment, personne ne peut contrôler les artistes, ils sont même pas assez influents dans la société secrète pour avoir un lodge seulement. Fait que disons, c'est pas le moment pour essayer d'être le chouchou des artistes, ça donne pas grand-chose. On va checker les scholars, voir si on est un petit peu plus chanceux. Il y en a 2 ici, le même principe, sont boxés, ils vont pas plus loin. Il y en a un qui est tout seul ici, rejet dans son coin, il va pas plus loin. Oups! J'en ai ici un, 2, 3. J'ai un petit lodge de scholar ici, qui est du même coup le plus gros lodge de scholar. Alors, contrôler un lodge, ça veut dire de avoir au moins 3 d'influence dans le lodge et en avoir plus que n'importe qui d'autre, individuellement. Là, c'est un cas particulier en sacrament parce que j'ai le plus petit lodge possible, 3 cartes, et le plus petit nombre de spots disponibles, 3. Alors, contrôler ce lodge-là, c'est pas compliqué, ça me prend un d'influence sur chacune des cartes. Et puis c'est sûr que je vais être le boss de ce lodge-là parce qu'il n'y a même pas de place pour avoir d'autres mondes. Fait que si j'avais un d'influence sur chacun de ces bonhommes ici, pendant mon tour, je pourrais claimer la carte de faction des Scholars, qui donne toute une habilité spéciale, puis même une action de plus, souvent, que vous pouvez faire. On continue à voir c'est quoi les, pardon, les situations intéressantes qu'on peut pogner ici. Fait que si on check les professions, lui est tout seul, lui est tout seul. Si on va pas chier loin que ça, calvaire, c'est d'autres qui n'ont pas d'amis, puis lui est tout seul. Fait qu'on va pas chier loin avec les professions, il n'y a pas grand-chose pour les professions. La noblesse. Maintenant, la noblesse. Oh, calice, oui. Le voyez-vous. On va dire comme on dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a un hostie de lodge monstrueux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 7 cartes de la noblesse, calvaire. Alors, c'est le plus gros lodge de la noblesse, il n'y a pas de doute. Le clergé, j'envoie un petit site de 3 cartes. Ces deux-là sont pas mal isolés. Ces deux-là sont pas mal isolés aussi. Fait que pas de lodge de clergé. Qu'est-ce que je disais là? Ouais, un petit lodge de clergé ici. Puis les magistrats, un, deux, mais ça s'arrête là. Puis un qui est pogné tout seul, ben l'autre qui est pogné tout seul. Fait qu'un esti de cas fucké, il n'y a pas une game de pareil. Il y a des fois, vous allez avoir 3 lodges distincts. Je pourrais avoir un premier lodge ici,
un autre lodge ici, puis un autre lodge quelque part dans le milieu, puis ils se touchent pas, c'est trois lodges indépendants. Fait que qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Quel est le plus gros lodge? Ben, à ce moment-là, si vous avez des lodges d'égale taille, vous les considérez pour les fins de cette règle-là comme un seul gros crise de lodge. Puis là, à ce moment-là, les joueurs cumulent leur influence dessus pour savoir qui c'est qui en a le plus. Fait que c'est un big deal, les lodges, dans ce jeu-là. Ça va revenir sur beaucoup de cartes de plot. Là, on en parle pour les factions, que c'est quand même extrêmement puissant aussi. Puis vous pouvez casser des lodges. Tu sais, là, le petit lodge là, qu'on avait là, de clergé ici, là, ben, si quelqu'un décide de faire à un moment donné un expel ici, puis remplace cette carte-là par une qui n'est pas une carte de clergé, ben, il vient de casser le lodge du clergé qui est ici. Et de ce fait, la carte du clergé ne pourra plus être contrôlée par personne. Même si vous avez un tour de la mort et que vous prenez le contrôle de 3-4 factions hosties dans votre tour, par tour, vous ne pouvez claimer qu'une et une seule carte de faction. Par tour, vous pouvez claimer aussi un et un seul plot. Rappelez-vous, vous avez un plot caché dans votre main, puis il y en a deux qui sont publics. Claimer un plot, ça veut dire prendre un de votre influence puis le mettre dessus en prouvant aux autres, je rencontre les conditions de ce plot-là. Puis on rappelle, ou je vous l'annonce, que de contrôler deux plots vous fait gagner la game. Pas besoin d'en avoir 10. Vous en contrôlez deux, vous gagnez la game. Je vous ai sorti un petit exemple simple ici de plot qui demande de contrôler au moins 3 houses. Fait qu'on est chanceux dans ce setup-là. On a 1, 2, 3, puis 4. Il y a 4 houses sur les 6 qui se retrouvent au milieu. Fait que si j'ai ce plot-là dans ma main, je suis très content. Parce que ça, en tout cas, c'est pas si tough que ça. Puis en plus, un house, il y a juste un spot. Alors dès que vous prenez le spot, à moins que quelqu'un vous kick out, vous devriez être pas pire. Couronne, c'est une autre histoire, là, il y a 3 spots, là. Mais bon, en même temps, dès que vous avez une influence sur une couronne, en théorie, personne d'autre peut venir vous jouer d'impact, là. Colis, il y a un cinquième house ici, ciboire. 1, 2, 3, 4, 5, tabarnak, 5 houses sur 6. Là, vous allez dire, Marco, c'est impossible. Là, c'est sûr, je vous ai calissé. C'est quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 10, 15. Là, je vous ai calissé genre 19 cartes de même d'en face. Puis je vous demande de tout déduire où sont les lodges, où sont les as, où sont les affaires de même. Mais dans une vraie game, ce qui est intéressant, c'est que ça se bâtit doucement. C'est tout face down, ça, en partant. Puis c'est tout mignon, là. Fait qu'au début de la game, c'est tout. 2 secondes, là. C'est tout de même, ça. Alors, c'est pas si intimidant que ça. Puis là, tranquillement, pas vite, les joueurs vont scouter. Puis hop, je révèle lui. Puis hop, je révèle lui. Puis là, quelqu'un, oh, Chris, on a un début peut-être de Lodge de Scholar ici, nanana, nanana, tu sais. Puis c'est les joueurs qui révèlent les cartes puis qui construisent le tableau au centre, là. Ça arrive jamais que vous vous faites parachuter dans une game, là, puis, tiens, si contrôle le Lodge le plus important, là, c'est pas, vous allez capoter en sacrament, là, mais ça se construit tout graduellement, cette affaire-là. Là. Croyez-en à mon expérience, c'est pas si intimidant que ça peut en avoir l'air à première vue. Puis ensuite, on termine ça avec le check phase. Fait qu'au check phase, on va vérifier justement, est-ce que ceux qui contrôlent des factions les contrôlent encore? Si oui, tant mieux, sinon on les recalisse au milieu. Est-ce que ceux qui contrôlent des plots les contrôlent encore? Si oui, tant mieux, sinon on va enlever leur influence sur le plot. C'est important, c'est une nuance très importante dans la game. Vous allez juste mettre votre influence en dessous de la carte de plot parce que une fois que vous avez déjà ouvert le chemin, mettons que vous avez déjà réussi à contrôler au moins 3 as, puis à avoir votre marqueur d'influence ici, mais que pour une raison X, on vous a botté le cul depuis, vous aviez une cible dans le dos, on vous a botté le cul depuis, puis votre influence n'est plus là-dessus, ben au moins vous n'avez pas besoin de flober votre action, de claimer un plot pour celui-là. Vu que le chemin a déjà été ouvert, vous êtes capable peut-être de travailler pour un autre plot, puis si vous réussissez à le faire puis à le claimer, celui-là, vous allez pouvoir, entre guillemets, le claimer gratuitement à la fin de votre tour. Alors, méfiez-vous toujours de quelqu'un qui a réussi à claimer un plot une fois, même s'il n'est plus en position pour le revoir. Si jamais il réussit à se remettre en position pour le revoir, c'est gratuit pour celui-là. Un joueur qui domine et jamais de menace tant qu'il n'a pas au moins pris le contrôle d'un plot.
Parce que pendant son tour, au mieux, il va pouvoir claimer un et un seul plot. Mais quelqu'un qui a déjà réussi, là, puis d'autant plus si le plot que quelqu'un a déjà réussi à pogner, c'est un plot public. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a dans sa main. Puis vous n'avez aucune hostie d'idée de ce qu'il essaye de faire. Parce que si quand vous claimez un plot, vous prenez votre plot privé, là, vous le révélez à tout le monde. Et là, à ce moment-là, vous n'avez plus de secret pour les gens. Ils voient c'est quoi votre plot privé, puis les deux plots publics sont là depuis le début de la game, tout le monde les connaît, puis tout le monde se bat pour essayer de les avoir. Après ça, c'est le fameux check d'événements que j'ai expliqué en début de vidéo. Si au moins un as ou une couronne ont été révélés, c'est là que vous allez piger des événements. Puis après ça, les joueurs vont repiger. Tout le monde va repiger. Alors, si vous avez fait des ousts contre certains de vos adversaires, en commençant, je pense que c'est dans le sens des aiguilles d'une montre après vous, les joueurs qui ont pas leur limite de cartes en main vont repiger du paquet. OK? Fait qu'il n'y a pas d'histoire de hey, je vais l'affaiblir un petit peu en faisant un house, puis si je réussis pas, toi, tu t'acharneras contre. Les joueurs les joueurs refilent leurs cartes à la fin du tour de chaque joueur. Le joueur actif, lui, premièrement, souvent, il y a plus de cartes à refiler parce qu'il a fait des schemes puis toutes sortes d'affaires, puis même des fois, on n'a plus de cartes en main, puis genre, faut en repiger 4. Le joueur actif, lui, il a le choix. Il peut prendre une et une seule carte de la court ici gratuitement. Puis à ce moment-là, il prend la balance du paquet aveuglément. Il peut prendre deux cartes de la court, mais à ce moment-là, une des deux cartes qui est prise doit être celle sous le chambellan. C'est enfin ça la signification de tout ça. Et le joueur dont c'est le tour doit payer une faveur de son choix pour être capable de faire ça. Donc au maximum, à la fin de votre tour, vous allez ramasser deux cartes de la court, mais si vous faites ça, une de ces deux cartes-là doit être sous le chambellan et ça vous coûte une favor de votre choix. Si vous pigez juste une carte, ça peut être n'importe laquelle, incluant celle en dessous du chambellan, ça ne vous coûte rien. Puis la balance de cartes que vous devez repiger, vous aussi, vous pigez du deck. Puis après ça, mettons que j'avais pris elle. Après ça, la carte qui est sous le chambellan est discartée no matter what. Le chambellan se tasse d'une case à droite ou s'il était déjà à droite, revient au début. Puis on refill cette patente-là. Évidemment, dès que le deck est épuisé, le deck est rebrassé, puis il revient là pour alimenter les mains des joueurs. Alors, c'est la phase de Ridra et c'est comme ça que se termine le tour d'un joueur. Je veux conclure dans une prochaine vidéo avec une revue des plot cards. Il y en a qu'une douzaine. C'est quand même important de les connaître. C'est là que vous allez voir ce qu'on essaie d'accomplir de manière générale dans le jeu, au-delà de tout ce que j'ai déjà expliqué. Et aussi la condition de victoire de fin de game, parce que je soupçonne qu'il y a quand même pas mal de games qui vont se rendre au final scoring. Les deux games que j'ai joué à date, ça s'est fini parce que quelqu'un a contrôlé deux plots. La deuxième, même, ça a passé proche en tabarnak qu'on se rende au final scoring. Puis j'ai l'impression que, en tout cas, embêtant, mais plus il y a de joueurs d'expérience, j'ai l'impression, plus il y a de chances que ça se rende au final scoring parce que tu deviens familier avec les plots, tu vois un peu plus les plans de l'autre, ce qui n'est pas nécessairement le cas au début quand tu es comme overloadé du cerveau en regardant cette petite patente-là. Fait que voilà, conclusion de la playlist dans le prochain vidéo. Manquez pas ça. À plus.